bienvenue à Comme un livre ouvert, le balado qui invite 25 des plus belles plumes au Québec à se dévoiler d'un couvert à l'autre. Je m'appelle Samuel Larochelle. Dans la vie, je suis un journaliste, un écrivain et l'animateur de ce balado qui est rendu à son 18e épisode. Et pour l'occasion, j'ai eu envie de sortir des sentiers battus, d'aller là où on n'attend pas le balado en invitant un écrivain de vulgarisation scientifique, un chroniqueur, un animateur de podcast, un nutritionniste certifié qu'on connaît sous le nom du nutritionniste urbain. Alors, je parle bien sûr de Bernard Lavallée. Bonjour. Bonjour, Monsieur Larochelle. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Oh mon Dieu, mais c'est quoi ce ton trop formel? Mais non, ça me faisait juste bien rire de faire comme si... On est tellement comme professionnels. Toi, t'es l'intervieweur, Oui. moi, je suis l'interviewé. C'est ça nos rôles aujourd'hui. Tu veux remettre en question mon professionnalisme? Non, jamais, jamais. Je Ah ferais là ça. là. Mais j'ai plein de questions quand même très réfléchies pour toi. Je Pour suis sûr que t'en as plein. la prochaine heure et quart et des Mhm. poussières. On enregistre, on est le 31 octobre 2022. C'est environ 3 semaines après la publication de ton 3e livre, Mhm. dont on va parler un peu plus tard dans l'entrevue. Mhm. Mais j'ai envie de commencer en discutant d'un élément qui est au cœur de ta pratique. Et je ne parle pas de la nourriture, mais des mots. Et Hmm. j'ai envie de savoir que tu sois en train d'écrire une chronique dans un magazine, un livre, ou de préparer les interventions d'un podcast, à quel point t'aimes ça jouer avec les mots? Tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'il faut que je travaille davantage. Ah Vraiment ouais? plus. Donc, je pense... Puis, en tout cas, tu sais, je dis pas ça pour essayer comme d'aller chercher Des compliments sur les réseaux sociaux? Vraiment pas. Mais c'est juste que la façon dont j'écris, en fait, très souvent, c'est d'abord, pour moi, c'est le contenu qui est le plus important. Donc, il faut d'abord que je réfléchisse à comment est-ce que j'arrive à passer une information qui est juste Mhm. et où vraiment 100% du message que je veux passer va être véhiculé par la phrase que je vais avoir écrite ou par le texte. Donc ça, dans ce sens-là, oui, le mot est important, chaque virgule peut être importante, chaque adverbe. Oh mon Dieu, je suis le roi des adverbes parce que, tu sais, surtout en science, dire des toujours puis des jamais, puis ou dire c'est de cette façon-là que ça marche, c'est très difficile. Donc, tu sais, des notamment, ou tu sais, c'est comme... Les marqueurs de relation et tout, là. Oui, mais c'est vraiment important pour montrer comme, OK, je ne vous parle pas de tout en ce moment. Tu sais, je fais pas le tour du sujet à 100%, puis je l'admets dans mon texte. Donc, chaque mot dans ce sens-là est important, mais beaucoup plus dans un exercice de compréhension. Ouais. Alors que si je te dis que quand j'écris des romans et autres, que je peux utiliser l'expression les mots goûtent quelque chose Mm. ou que j'ai tenté de faire vibrer la phrase avec des émotions ou le paragraphe pour que ça trouble ou ça fasse rire les lecteurs, tu sens pas que tu es là-dedans? En tout cas, pas dans un premier jet ou pas dans un premier processus d'écriture. C'est-à-dire que je vais vraiment commencer par, pour moi, ce qui est important, c'est voici la science, voici le message que je veux passer aux gens, puis comment je veux m'assurer qu'ils comprennent adéquatement le message. Ça, c'est mon numéro 1. Mais après ça, ça va m'arriver de repasser à travers le texte quand j'ai le temps, tu sais, puis de le peaufiner, puis de vraiment y aller davantage. Ou là, je vais essayer de réfléchir à, OK, quel tournure de phrase pourrait être plus intéressante? Est-ce que j'ai un petit jeu de mots que je pourrais mettre, une petite blague, des choses comme ça? T'aimes mettre des blagounettes dans tes livres. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est ça, c'est vraiment des blagounettes, c'est vraiment la meilleure façon de le dire. Tu sais, Mais c'est après coup qu'elles vont s'insérer. très souvent. Tu sais, ça dépend vraiment. Tu sais, des fois, elles me viennent tout seules, mais souvent, c'est dans un deuxième temps où là, je vais être capable de rajouter plus de saveur, justement, à mon texte. Ben, c'est drôle parce que, bon, ça va, badaboum piche, t'es un nutritionniste, puis Ouais. j'allais justement dire que ton écriture, elle est pas sèche, dry et sans saveur. Ça veut dire que tu vas au-delà de l'information scientifique. Ben, Si t'étais sans saveur, on lirait pas tes livres. ben merci. Parce que je pense que tu es la première personne à me parler de ça. Honnêtement, tu sais, mettons le compliment numéro 1 que je vais toujours recevoir des gens puis qui me fait super plaisir, c'est simple quand je te lis. Oui. Je comprends quand tu sais, je suis capable de comprendre n'importe quel On se concept. sent pas niaiseux, même si on apprend énormément. Ouais, fait que c'est ça pour moi, c'est vraiment un compliment merveilleux. Je suis super content, puis c'est ça mon objectif, c'est que les gens, puis je me suis toujours dit, peu importe la complexité d'un sujet, si tu l'expliques bien, les gens vont le comprendre. Peu Ouais. importe leur niveau. Ouais. Même très souvent, je fais une mini parenthèse, mais même dernièrement, je me souviens plus dans quel contexte, mais pour donner une conférence ou je sais pas quoi, puis il me disait, ouais, mais tu peux pas donner la même conférence. Tu sais, là, ça va être pour des médecins, mettons. Fait que faudrait que tu l'adaptes. Mhm. Sincèrement, je donne la même conférence à des médecins, à des nutritionnistes ou à des gens dans une bibliothèque. C'est la même conférence. Peut-être que pour les médecins, je me forçais à sortir un ou deux termes plus scientifiques pour leur montrer, genre, moi aussi, je les connais, ces termes-là, mais je Ouais. fais exprès de pas les utiliser parce que ça sert à rien. C'est juste du bruit parfois.
Mais c'est le même message. Peut-être qu'eux partent de moins loin, mais ils vont finir par apprendre quand même beaucoup de choses. Oui. Donc, je pense que peu importe peu importe qui on est, peu importe nos connaissances, quand tu es un bon vulgarisateur scientifique ou peu importe quel sujet tu vas vulgariser, tu es capable d'adapter ton message. En fait, ton message devrait être capable d'être compris par bien du monde. Mais moi, je veux renchérir en disant qu'il y a de la vie dans tes textes, qu'il y a du rythme, il y a des images qui sont pas trop présentes au point où on en perd l'effet, mais juste assez pour nous faire réfléchir, respirer le cerveau quand on accueille beaucoup d'informations. Fait que prends les compliments. Mais c'est vraiment intéressant que tu me dises ça parce que je te jure, c'est la première fois que quelqu'un me le dit, mais que même j'ai jamais même pensé à ça. C'est Donc, naturel. mais- non, mais en fait, je vais être bien honnête avec toi, j'ai toujours eu l'impression que c'était trop sec, mon Ah, écriture. Je me suis non. toujours dit parce que pour moi, c'est tellement important, justement, ce côté-là de le message. C'est comme, tu sais, mon squelette, là, c'est ça auquel je pense le plus. Que justement, des fois, c'était comme quasiment un complexe pour moi, puis de me dire, quand, mettons, je vais au cabaret, Ouais. que tu animes, puis que j'entends les gens Cabaret qui... littéraire. Au cabaret... Oui, cabaret littéraire, bien Mais sûr. oui. Oui. Puis t'entends Puis les que artistes j'entends sur les- scène livrer leurs Les mots. beaux mots qui sortent, les belles phrases. Ouais. J'en suis quasiment complexé. Tu sais, justement, c'est savoureux. C'est genre, oh my God, c'est beau ces images-là. J'aimerais ça être capable de faire comme eux. Mais moi, je te dis, puisque tu es dans un créneau de vulgarisation scientifique et que tu ne perdras jamais de vue l'information que tu veux transmettre, Mhm, tu pourrais te donner le droit d'aller encore plus loin mhm. et dans l'humour et dans les images et la vivacité, mais tu le fais déjà plus que tous ceux de ce créneau que j'ai déjà lu. OK. Fait que Intéressant. moi, je dis toujours aux gens, soyez les plus connectés à vos émotions, à votre humour et à votre personnalité. Mhm. Puis pour moi, ce sera toujours encore plus gagnant, mais c'est déjà ce que tu fais mieux qu'ailleurs. Merci. Puis tu vois, c'est drôle. Tu sais, tu parles d'émotions aussi. Puis j'avoue que ça, c'est quand même quelque chose auquel je réfléchis. Hmm. Mais c'est plus souvent sous mes angles. Ça veut dire, quand je vais aborder un sujet, puis depuis toujours, c'est comme ça que je l'ai fait, c'est comme si j'avais une espèce... J'ai une émotion à ressortir. Puis mes textes qui ont toujours le plus marché, évidemment, j'utilise le, le marqueur de succès comme un nombre de likes ou de partages, peu importe, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Mais t'es de même, là. Mais mes textes, mais c'est parce que, tu sais, ça reste, c'est ça, ma façon de voir un peu comment mes textes circulent, mais ça a toujours été quand j'avais un inconfort par rapport à un sujet, puis que je le ressortais, puis qu'on sentait, je pense, mon émotion par rapport à ce sujet-là. Tu le fais plus en billets de blog et Mhm. en chronique Mhm. dans les publications, magazines, journaux que dans tes livres. Ouais. Fait que tu vois, tu pourrais t'inspirer de ce que tu fais très bien là dans Mhm. tes livres. Mais là, ça m'amène à profiter du fait qu'on se connaît peut-être plus que d'autres invités. Fait que c'est un peu pas délicat, mais je pense qu'il faudrait que tu acceptes de te dévoiler toi Mhm. davantage dans tes livres, Mhm. dans tes préoccupations, dans ce que ça crée émotivement pour aller nous en donner davantage. Mais je sais pas à quel point, avec ce que je connais de toi, tu aurais envie de faire ça. Mais Te dévoiler. je pense qu'avec le temps, je me suis de plus en plus dévoilé. Ouais. Puis je montre aussi mon côté peut-être plus humoristique sur les médias sociaux, où est-ce que Ouais. je vais faire des jokes vraiment niaiseuses, puis tu sais que j'essaie de pas me prendre au sérieux. Tu puis de- réussis à être très ridicule niaiseux. souvent. Ben, c'est ça. Non, mais ça me fait vraiment plaisir de faire vraiment du niaisage. Ouais. Ben, tu sais, je sais qu'il y a au moins un petit message parfois, là, mais ça me dérange vraiment pas de montrer ce côté-là de moi. Puis pour moi, c'est une façon de montrer un côté de ma personnalité pour vrai. Tu sais, Mais c'est accepterais-tu de montrer ta vulnérabilité quand tu parles d'une préoccupation et d'une peur Mhm. qui passe par la science ou l'alimentation, puis que tu en fais un sujet de chronique ou de livre? C'est intéressant parce que. Puis je te dis pas non, puis je Ouais. te dis pas oui, puis peut-être que là, quelqu'un va l'écouter puis va dire que j'ai déjà fait ça tu sais, dans certains biais, je sais même plus. Mhm. Par contre, pour moi, le problème ou le danger avec ça, c'est toujours, je reviens à la science. Mhm. Donc, moi, je me suis jamais considéré comme étant quelqu'un qui inventait quoi que ce soit. En fait, mon art, si on veut appeler ça de cette façon-là, c'est de transmettre le message de scientifiques. Ce que je dis très souvent dans mes livres ou un peu partout, c'est de gens beaucoup plus intelligents que moi. Mhm. J'essaie de propager leur message pour que tout le monde soit capable de le comprendre. Ouais. Et donc, en science, tu veux aller chercher, dans un monde idéal, l'espèce de consensus, ou tu sais, les données, les meilleures données ou les données les plus probantes. Mhm. Tu me suis jusque-là? Ouais. Le danger, à mon sens, de me mettre dans mon texte, j'aurais peur que ça donne un poids à mon
mon expérience personnelle ou mon propre vécu, Mhm. alors que scientifiquement, ça devrait pas avoir de poids. Mais ça, je pense que c'est un réflexe de scientifique. Hmm. Je suis convaincu que dans un chapitre de 10 pages, d'ajouter des phrases ici et là qui introduisent une information tout aussi vérifiable Mhm. pourrait des fois créer des bulles dans les esprits, dans les cœurs des lecteurs. Mais en même temps, on vient de plonger dans une direction que j'imaginais même pas visiter avec toi, Hmm. parce que tes livres n'ont pas de problème, mais on jase ensemble sur est-ce que ce que je considère comme des qualités chez toi, ton écriture vivante, peut l'être davantage? Mhm. Peut-être que oui, puis mon idée, c'est de passer par là. Mhm. Mais Mais t'as raison, puis je veux dire, je le comprends totalement, puis si je reviens à mon côté justement de ces émotions-là, puis que je sais que les gens, c'est ça qu'ils aiment, mais c'est vraiment, il faut que je sois capable de trouver la bonne dose, tu sais, de mettre les bons épices ouais, dans la recette pour que ce soit pas trop. parce que tu sais, les scientifiques et les journalistes ont le même réflexe de ne pas vouloir mettre d'eux-mêmes dans les textes. Mhm. Moi, ça fait 10 ans que je suis journaliste, puis j'ose prétendre que je suis capable de mettre une, une vibration ou une part de moi ou de mes émotions, même si ce sont les faits qui sont de l'avant, Mhm. même si je suis un narrateur peu présent, puis je mets beaucoup de l'avant les citations des experts. Ouais. On me dit souvent qu'on me reconnaît dans un texte journalistique, Mhm. même si ce sont les faits qui sont à l'avant-plan. Donc, je suis sûr qu'il y a moyen de trouver le bon dosage. Mais bref, je nous amène à la question numéro 2. Je vais aller étudier tes textes Oui, dans la presse. t'en Je vais faire as un bon millier, 2000, Oui, 3000. Je côtoie ta maman qui est écrivaine, Léla Eloua, en Salon du Livre depuis des années. Mhm. Je me demandais à quel point elle ou d'autres personnes de ton entourage t'ont influencé dans ton envie d'écrire. Donc, ma mère a commencé à écrire au début des années 2000 Ouais. avec une série qui s'appelle Mandarine et Kiwi, qui était une série sur l'alimentation, sur la découverte du goût. Tout est dans tout. Mais Bernard l'adolescent Hmm. et Bernard le jeune adulte qui voulait faire sa propre place n'a jamais voulu prendre aucune perche de sa mère et n'a jamais voulu accepter de l'aide parce qu'il fallait que je réussisse par moi-même, il fallait que je fasse tout par Ça moi-même. me surprend pas. Puis donc, juste pour te dire que moi, dans ma tête, c'était comme, non, ça n'a aucun rapport, là. Comme, OK, ma mère a écrit des livres, mais comme ça n'a aucun rapport que moi, genre, je le fais parce que c'est moi qui veux le faire. Puis pour vrai, tu sais, évidemment, ma mère est super bien connectée dans le milieu depuis longtemps. Puis pourtant, à chaque fois qu'elle était comme, ah, mais je connais telle personne, tu sais, parce que, non, j'étais comme, Puis genre, je voulais jamais prendre la perche parce que j'étais comme, non, je vais prouver par moi-même que je vais le faire. Puis je veux prouver que, tu sais, que c'est ça, que je suis capable de le faire par moi-même. Par contre, ce que j'ai vraiment appris de ma mère, puis que je suis vraiment capable de te dire, ça, c'est 100% d'elle que j'ai pris ça, c'est le côté entrepreneurial. Ouais, dont on va parler tout à l'heure, mais j'ai quand même Mm. envie de te faire de surfer là-dessus. On dit souvent que pour que les jeunes commencent à lire, il faut qu'ils voient leurs propres parents lire. Donc, de voir ta mère écrire, est-ce que ça a pu semer une graine dans ton esprit pour que éventuellement tu t'essayes? Oui, mais c'est sûr. Je veux dire, c'est sûr. Ça fait Puis, mal tu sais, à l'adolescent, toi, de le c'est dire. ça. Non, mais ça fait même pas mal, puis c'est ça, puis ça fait plus mal, justement. Puis, en fait, je vais quand même faire le lien, je veux pas te brûler tes questions sur l'entrepreneuriat, mais c'est juste pour dire que d'avoir vu ma mère, par exemple, écrire, Mhm. ça m'a montré, ah, ben c'est possible d'écrire des livres, ça se fait. Grosso modo, donc, même si, je sais pas comment dire, tu sais, c'est gros puis c'est petit en même temps, Mhm. tu sais, c'est gros parce que c'est comme, OK, genre, pour la plupart des gens, c'est ça, la Ça plupart des semble gens, inaccessible. c'est ça semble comme une montagne absolument inaccessible. Alors que moi, c'était comme, oh non, ben ça se fait, ma mère, elle fait. Fait que Mhm. moi, je devrais être capable de le faire aussi. Donc, mais c'est comme rentrer, c'est ça, c'est vraiment comme internalisé, tu sais, c'est ça, ça a vraiment été internalisé. Puis comme beaucoup de ma façon de réfléchir à l'entrepreneuriat aussi est venue d'elle, de comme, ah ben si ma mère l'a fait, moi aussi je suis capable, Ouais. grosso modo. Et dis-moi si je me trompe, mais je pense que avant toutes tes interventions dans les différents médias traditionnels bien établis, ta première plateforme d'écriture a été le blog Gay Ouais. Nutrition. Oh, oui. Résume-moi d'où ça venait, ce désir d'écrire spécifiquement là-dessus. Ouais, donc, dans le fond, après mon bac en nutrition, j'ai commencé ma maîtrise. Ouais. Ma maîtrise portait sur le comportement alimentaire des hommes gays. Ouais. Donc, voir qu'est-ce qui change. Grosso modo, c'était d'étudier. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup, même encore aujourd'hui, au comportement alimentaire. Ça veut dire, c'est pas tant ce que les gens mangent, mais pourquoi Mhm. les gens mangent. Ça a toujours été D'où plus ça ça. vient, qu'est-ce qui motive ça? Exactement. C'est vrai. Pour moi, c'est ça, les vraies questions intéressantes, c'est pourquoi les gens mangent telle chose. Ouais. Après ça, je m'en fous
c'est quoi cet aliment-là. Puis j'ai même quasiment le goût de dire, je m'en fous, c'est quoi vraiment l'impact sur ta santé de cet aliment-là. C'est pas... Il y a plein de gens qui le recherchent déjà puis qui en parlent. Ouais. Moi, c'est en arrière, c'est pourquoi. Ouais. Donc, dans le cadre de ma maîtrise, je m'intéressais à savoir pourquoi, si je vulgarise, pourquoi les hommes gays mangent ce qu'ils mangent, grosso modo. Puis je me disais, comment est-ce que je peux passer 2 ans, 3 ans même, parce que j'ai fait à temps partiel, mais comment je peux passer 3 ans de ma vie à chercher sur un sujet, à lire continuellement, puis pas le partager à personne? Ça n'a pas d'allure. Je peux pas rester dans mon coin, puis juste le lire, puis pas le partager. Donc, tu vois que j'avais déjà cette envie-là de, oui, d'apprendre, mais de partager ce que j'ai appris. Et puis donc, j'ai parti le blog. C'était vraiment pour ça. Je l'ai parti parce que c'était comme une façon pour moi de parler de mes recherches que je faisais pendant ma maîtrise. Puis dans un même ordre d'idée, il y a eu le 1er janvier 2014, tu as lancé le blog qui me semble plus généraliste, du nutritionniste urbain. Dans ce cas-ci, ça a été lancé dans quelle optique? Ouais, donc, Gay Nutrition, en fait, quand j'ai terminé ma maîtrise, j'étais comme écœuré de mon sujet. J'étais comme 3 ans sur le même sujet. Hey, comme, pour vrai, ça suffit. Puis à l'époque, tu sais, c'est drôle, si les gens cherchent, ils vont trouver sûrement des articles de comme Marie Allard dans la presse qui m'interviewait sur ce que les hommes gays mangent, mettons, puis des trucs comme ça. Puis j'étais comme, attends, mais là, je suis en train de me mettre dans une boîte où on va juste me demander de venir parler quand on va parler de ce que les hommes gays mangent, comme quand est-ce que ça va arriver? Puis t'étais tanné d'avoir des blagues de mauvais goût à ce sujet-là, fait que t'es comme, faut que je diversifie Non, un peu. tu vois, Marie Allard était très sérieuse, elle est très professionnelle, contrairement à d'autres journalistes que je connais. Non, mais c'est juste... pour moi, c'était quand je me mettais dans une trop petite boîte. Puis j'avais le goût de parler de plein de sujets. Je m'ennuie rapidement. Dans la vie, là, j'ai vraiment besoin de nouveautés. J'ai besoin de toujours être en train d'explorer des nouveaux angles. Donc, je m'ennuie rapidement. Je me suis dit, j'ai besoin de quelque chose qui va être plus généraliste. Puis, c'est en brainstormant avec une de mes amies, justement, que je disais, OK, comment je fais pour avoir l'air d'avoir une niche, avoir l'air comme de me différencier des autres, mais qu'en réalité, je peux parler d'à peu près ce que je veux. Puis c'est là que le nutritionniste urbain est arrivé, parce qu'on se disait, OK, là, ça fait genre le nutritionniste de la ville qui s'intéresse aux tendances dans les villes. Tu sais, c'était un peu ça. Puis à l'agriculture urbaine, c'était comme notre... C'est ça le branding en arrière, notre idée. Mais la réalité, c'est comme, ouais, mais dans le fond, je peux parler de ce que je veux. Ouais. Parce qu'en ville, il y a beaucoup de gens qui mangent, donc... Et là, tu sais, il y a presque 9 ans, tout ça, que tu as lancé ce blog-là. Ouais. Tu n'avais pas encore lancé ton premier livre, mais ça semblait déjà clair dans ta tête que tu ne serais pas un nutritionniste en clinique, mais vraiment un vulgarisateur qui va utiliser les mots pour informer, pour faire réfléchir. Pourquoi tu as choisi de ne pas être un clinicien, mais vraiment un communicateur? 2 choses. La première, quand j'ai terminé mon bac, en fait, je me souviens que la dernière session, ou en tout cas avant-dernière, mais vers la fin de mes études, j'ai eu un cours sur la consultation en clinique. Puis là, c'est là qu'on a commencé à aborder plus justement le pourquoi les gens mangent. Puis qu'en arrière, donc, qu'il y a des gens qui peuvent avoir des troubles alimentaires, qu'il y a des gens qui peuvent avoir des croyances par rapport à l'alimentation, qu'il y a 1000 raisons qui expliquent pourquoi on mange ci ou ça. Puis que, selon les conseils qu'on leur donne, ça peut influencer énormément après eux, comment ils se perçoivent eux-mêmes, comment ils perçoivent l'alimentation, tout ça. Je me souviens, je sais pas si genre c'est quasiment un souvenir que je m'imagine, mais j'ai vraiment l'impression de me souvenir de m'être dit, oh mon Dieu, mais je peux vraiment fucker les gens si je prends pas tous ces aspects-là en tête. Quand je donne des conseils. Fait que c'était pas d'abord l'intérêt suprême de la communication, mais la crainte de pas être bon en clinique. Ouais. Ah ouais? Ça, je pense que c'était ma première... En tout cas, en fait, ça, c'est ce qui m'a amené à faire ma maîtrise. Ouais. Parce que je me suis dit, j'ai besoin de continuer à étudier. Ou je veux pas être sur le marché du travail. Tout de suite, c'est maintenant. ça, exactement. Tu sais, j'aime ça, l'école, je me sens bien. C'est comme, je connais ça depuis que T'aimes quand même ça beaucoup, là? T'aimes ça apprendre énormément. Exactement. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a eu ça. Mais après ça, quand j'ai gradué de mon bac, quand j'ai commencé ma maîtrise, j'ai aussi commencé à travailler à l'Université de Montréal chez un groupe qui s'appelait Extenso, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était un groupe de vulgarisation scientifique. Et c'est là que j'ai fait mes premières armes sur la vulgarisation, puis j'ai découvert que hey, c'est vraiment le fun, finalement, de lire la science, parce que tu es payé pour lire des articles scientifiques, pour les expliquer au monde. J'étais comme, mon Dieu, c'est tellement le fun de faire... Je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui dirait la même chose, mais moi, j'étais comme, wow, c'est vraiment fou. Mais là, tu m'ouvres la porte pour ma première question à $1 million de ce balado. Selon toi, au Québec, qu'est-ce qui manque le plus? Une connaissance scientifique de base chez les gens pour arriver à comprendre ce qui se passe, ou des journalistes capables de bien vulgariser et de mieux comprendre les études? Les deux.
Ça prend les deux. Puis, tu sais, dans mon deuxième livre porte beaucoup là-dessus. Donc, n'avalez pas tout ce qu'on vous dit. C'est vraiment sur tous les messages qu'on reçoit. Puis à quel point, grosso modo, si je le résume, c'est comme, il y a beaucoup de bullshit finalement qui circule. Mais Mhm. un des gros problèmes, c'est effectivement que les médias, en fait, les gens qui travaillent dans les médias sont pas formés souvent en sciences, et surtout, et encore moins en nutrition. Mhm. Alors, on n'a pas de journalistes vraiment spécialisés qui sont capables d'aller chercher toutes les nuances. Tu sais, il y en a qui, à force de travailler dans le milieu puis dans le domaine, ils commencent à comprendre les Genre, nuances. qui Puis, a financé l'étude? Est-ce c'est que un c'est exemple. une volonté marketing? Est-ce qu'il y a du Est-ce lobbying? que cette étude-là, comparativement aux 50 autres qui sont sorties en avant, est-ce qu'elle dit le contraire complètement ou Ouais. elle ressemble plus aux 50 autres qui disaient quelque chose? Ou Puis quel ce qui est était très important. l'échantillon? À quel point c'est pertinent, même si ça semble sorti de nulle part, c'est complètement novateur. Si l'échantillon est minuscule, à quel point c'est crédible? Oui, mais tu vois, c'est parce que même une étude qui arrive à une conclusion complètement contraire, on va dire, du consensus, ça arrive toujours. Ouais. Mais c'est pas ça, c'est pas cette étude-là qu'on devrait mettre de l'avant. C'est vraiment toujours les consensus. Mais les consensus, c'est plate. Mhm. Parce qu'on répète les mêmes maudites affaires, puis c'est pas ça que les médias veulent. Puis, tu sais, les médias peuvent dire on est dans une crise médiatique, c'est difficile de se financer, donc malheureusement, on doit aller vers des sujets, des titres d'articles qui vont générer de l'attention Ouais. pour avoir plus de revenus. Ouais. Mais ça, quand même, ça peut créer des dommages de mettre de l'avant ces informations erronées, partielles, pas nuancées ou fausses. Absolument. Puis je pense que c'est un très gros problème. Puis j'ai aussi le goût de dire que pour être innovateur dans nos angles en alimentation, parce que c'est mon domaine, on n'a pas besoin d'aller comme relayer des fausses nouvelles ou des études sensationnalistes. Il y en existe encore bien des angles morts qu'on n'a pas abordés Ouais. en alimentation ou très, très, très peu. C'est un sujet infini. Fait que si vous voulez du nouveau et du wow, creusez Ça ailleurs. existe. Ça existe vraiment. Exactement. Donc, on n'est pas obligé de compromettre ta popularité ou ton nombre de clics parce que je comprends que c'est ça que les médias veulent. Tu n'es pas obligé de compromettre partie. ça. Oui, Ouais. en partie. Mais je veux dire, c'est des entreprises Ouais. au final. Donc, oui, je comprends. Puis, en ce cas, Mais c'est juste que j'ai besoin, ma conscience me dit que c'est les gens qui ont un peu une dent contre le journalisme, entendent ça, il faut venir nuancer. Parce que oui, il y a une tendance trop forte vers ce qu'on appelle le clickbait, mais il n'y a pas que ça. Non, puis je veux dire, je travaille avec plein de journalistes. Je veux dire, je me suis fait interviewer par bien des journalistes au Québec avec qui j'ai développé des relations professionnelles qu'on se connaît. Puis justement, il y en a que je tripe vraiment. Puis je suis comme, s'ils m'appellent, c'est sûr à 100% demain matin, je dis oui. Puis peu importe, j'aurais aucune crainte. Mhm. D'autres que je suis comme, ah, ben tu sais quoi, lui ou elle, malheureusement, tu sais, Je manque de temps ça... dans, la, c'est ça. dans la prochaine année. Non, mais tu sais, donc oui, il y en a plein des journalistes que j'adore, puis avec qui que je travaille bien, puis je trouve qu'ils véhiculent super bien les messages, puis qui représentent bien, je pense, justement ce que leurs interviewés veulent dire. Fait que ça, c'est parfait. Mais il reste que, au final, pour que ces gens-là travaillent, il faut que quelqu'un en haut les paye. Mhm. Puis ces personnes-là, souvent, c'est ça, l'argent reste quand même un très gros, un morceau très important. Tu sais que j'ai lu 2 de tes 3 livres, donc n'avalez pas tout ce qu'on vous dit, et le livre sur la biodiversité dont on va parler tout à l'heure. J'ai pas encore lu Sauver la planète une bouchée à la fois. Mhm. Mais ça m'est arrivé tellement souvent dans des conversations avec des proches sur l'alimentation, quand j'entends des gens nommer des faussetés qui sont tirées d'une idée mise de l'avant par un lobby ou une affaire marketing, ou c'est juste du vent, de me dire, mon Dieu, qui devrait lire les livres de Bernard. Mais est-ce que tu leur dis, Souvent. je te donnerai une cote? Ah ouais? Pour vrai, Pour chaque vente, je l'ai dit code Samuel 2022. à des amis, je vais être comme un influenceur. Donc, je le dis à des amis, je le dis souvent à mes parents aussi, qui nous écoutent. Bonjour. Mais j'ai envie de te demander, est-ce que c'est un peu ça ta mission, d'outiller les gens avec tes écrits? Oui, absolument. C'est ma façon de me trouver une pertinence, de trouver une pertinence à mon travail. Mhm. Si j'étais juste là pour justement des clics, oublie ça, là. Donc oui, moi, c'est vraiment, je veux aider les gens à pas se faire avoir par tous les messages qu'ils reçoivent en alimentation. Ouais. De un. De deux, une de mes grandes missions dans la vie, c'est de déculpabiliser les gens par rapport à l'alimentation. Puis je le mets beaucoup de l'avant, puis c'est vraiment important pour moi. Fait que c'est comme mes 2 trucs vraiment importants. C'est vraiment d'aider le monde à pas se faire avoir, puis les déculpabiliser. La bouffe, l'alimentation, c'est une thématique qui concerne tout le monde, qui intéresse presque tout le monde. J'ai envie de dire que les potentiels de sujets et d'angles sont infinis, mais j'ai une question en 2 volets. D'abord, comment tu fais pour déterminer qu'un sujet, peu importe que ce soit un balado, un livre, une chronique ou peu importe, comment tu fais pour dire qu'un sujet mérite d'être abordé auprès du grand public
et non pas juste une jasette avec tes amis nutritionnistes qui tripent sur la bouffe? Écoute, mais ça, c'est vraiment intéressant comme question. Merci de la poser. Contrairement à toutes Non, les mais... autres. mais c'est ça. Non, mais ça, là, c'est bon parce que je ne fais pas de tri. Non? Mon seule façon de choisir mon sujet, c'est est-ce que moi, ça m'intéresse? OK. Puis je sais que quand moi, ça m'intéresse, c'est parce que probablement que les gens n'ont pas entendu parler. Parce que, Il n'y a jamais des trucs hyper nichés qu'il y a juste les nutritionnistes dans ton entourage qui aiment analyser et discuter? écoute, je pense que... Non. Parce que je pense que j'aborde des sujets très nichés. Mhm. Je pense que quand j'aborde des sujets genre le racisme dans le guide alimentaire canadien, mettons, je pense que la majorité des gens, c'est pas nécessairement le premier sujet auquel ils penseraient Mais pour moi, ça, en c'est pas alimentation. niché, c'est ultra méga original. C'est pas pareil. Je veux dire, tu parles d'un problème de société et d'un élément qui est à la base de nos vies à tous les jours, 3, 4, 5 fois par jour, donc manger. Moi, quand je vois ça, je suis comme, oui, je vais prendre 45 minutes de ma vie pour écouter ton balado à ce sujet. Mais il y a peut-être des nouvelles qui sortent sur un nutriment présent dans tel aliment ou repas. Puis là, peut-être que tu vas te dire, hey, on va en parler la semaine prochaine avec mon ami nutritionniste, mais j'en ferai pas une chronique. OK. Donc, mes angles, j'essaie de trouver des angles dont personne n'a parlé ou très peu, ou du moins dans le milieu francophone. Tu sais, Ouais. donc, vraiment d'aller donc cette nouveauté-là. S'il y a des tendances, donc si je reçois beaucoup de questions à ce sujet-là, ça peut devenir aussi une façon de choisir mon sujet. Mais sincèrement, là, si le sujet, moi, il m'intéresse, je vais t'en parler. Puis c'est correct si tu trouves ça trop intense, puis c'est correct si ça t'intéresse pas ou si ça intéresse moins de gens. Mais moi, c'est ça qui me motive, puis c'est ma façon. C'est comme ça que je suis capable de t'en parler avec passion. Parce que, tu sais, des chroniques sur des choses que je répète depuis 10 ans, j'en ai Mhm. fait Mhm. vraiment beaucoup. Ça, je le sais. Puis c'est plate à un moment donné de répéter toujours. Ouais. Puis je comprends vraiment que c'est un besoin. C'est comme je suis quand même encore capable, parce que je me dis, si après 10 ans, les gens me posent encore cette question-là, je comprends que c'est un besoin. Donc, tu sais, je suis quand même capable de me... Sacrifié pour la cause. Mais c'est même pas sacrifier, tu sais, c'est un peu exagéré, là, mais tu sais, c'est comme, je suis capable de me dire, OK, comme, parle-en parce que les gens, ils en ont... tu sais, ils en ont jamais entendu parler ou bien, même si t'en as, ça fait 10 ans que t'en parles, le message doit encore passer. Mais ça, je t'avoue que j'ai de plus en plus de difficultés à me motiver Mhm. à faire ça. Donc, c'est sûr que d'aller vers ce qui t'intéresse, ça renouvelle ta motivation. Toujours. Mais dirais-tu que tout ce qui est abordé dans une conversation entre amis nutritionnistes, tout peut devenir un sujet que tu vas aborder auprès du grand public? La très grande majorité, mais je veux dire pourquoi, parce que la plupart de mes amis nutritionnistes sont des amis qui travaillent dans le même milieu que moi, c'est-à-dire les médias. Ouais. Donc, on a un angle. Donc, si tu penses à mon podcast avec Catherine Lefebvre, On s'appelle et on déjeune Oui. sur les ondes de audio. exactement, Catherine et moi, donc on a la même, on va dire, on est vraiment pareil d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire des deux nutritionnistes qui travaillent dans les médias, tu sais, puis qui ont des intérêts similaires, donc on se ressemble pas mal. Donc, les sujets qui nous intéressent sont pas des sujets cliniques, mettons. Tu sais, c'est Ouais. pas des situations qu'on rencontre là, vraiment avec un patient, puis tout ça, c'est des questions de la vie de tous les jours et surtout des questions de société. Donc, c'est parce que tes amis nutritionnistes sont pas tant des cliniciens méga chercheurs en nutrition que vos sujets de conversation demeurent d'intérêt public Exact. et généraliste. Mais il m'est arrivé, par contre, dans le passé, ben, je veux dire, j'ai encore ma gang de nutrition, donc avec qui j'étudie, Ouais. à l'université, qu'on est encore des super bons amis, puis à chaque année, on va en chalet ensemble. Donc, c'est sûr qu'ils travaillent tous en clinique. Ouais. Tu sais, je suis le seul à pas... Ou, tu sais, en tout cas, beaucoup plus près du milieu clinique que moi. Donc, ils en ont là, des sujets que même rendus 10 ans plus tard, je suis comme, hey, je comprends même plus parce qu'ils parlent en acronymes. Ah ouais. Tu sais, de comme quand tu écris dans un dossier médical, tu écris avec des acronymes, Ouais. puis des abréviations. Puis là, ils parlent encore avec ces abréviations que je suis comme, hey, je les connaissais toutes avant. Puis là, je suis comme, tu sais, je m'en rappelle pas mal, mais tu sais, c'est loin, loin, loin de ma pratique. Et donc, ils vont se poser justement, genre, hey, qu'est-ce que tu penses de telle nouvelle formule, nanana, tu sais. Puis que je suis comme, oh mon Dieu, je suis comme tellement plus là. Mhm. Mais c'est arrivé, par contre, que dans ces discussions-là, ils me parlent de comme, hey, nos patients, là, ils nous parlent tous de ça. Parce que leurs patients, ils vivent dans la même société Fait que que ça peut nous. te guider tu vers un comprends? sujet. Donc, même si c'est des personnes, eux, à la base, donc c'est des personnes qui ont différentes pathologies, des maladies,
Ils vivent dans la même société que tout le monde et donc ils ont les mêmes questions que tout le monde. Et donc, ça me donne parfois des idées de ce que je peux aborder, que ça, vraiment, j'aurais jamais même pensé parce que c'est très, très, très loin de ma pratique. Maintenant, deuxième volet à ma question. Qu'est-ce qui te motive à écrire un livre au complet sur un sujet plutôt qu'une simple chronique ou un long reportage? Si seulement je le savais. Avec ton air dramatique. Oui. Tu m'as déjà Non, mais répondu ça à serait... cette question, une réponse full pertinente, puis je voulais que les gens du balado l'entendent. Je me sais même plus qu'est-ce que je t'ai répondu parce que sûrement que c'était influencé par comment je me sentais au moment où je t'ai répondu. Mhm. Mais ce que je peux te dire, c'est... Mais ce que je peux te dire, c'est que quand le sujet est trop gros pour moi, puis que je me dis c'est pas suffisant de juste l'aborder dans un texte Mhm. ou même dans une série de textes, ou dans le cas, mettons, de mon dernier livre, je n'arrivais pas à trouver les réponses à ces questions-là. Puis je me suis dit, il faut absolument que je creuse davantage. Puis ma recherche a tellement été longue pour arriver à trouver ces réponses-là que j'étais comme, non, mais c'est pas juste un texte, là. C'est un livre. Mhm. Puis, tu sais, j'en suis devenu obsédé par ce concept-là de la diversité, de la biodiversité. Donc, ça fait 4 ans que chaque fois que je m'intéresse à n'importe quel sujet en alimentation, je me mets à faire des liens avec ce sujet-là. J'étais comme, pour vrai, c'est juste trop gros. Ça peut pas juste être un texte. C'est comme, il y a un livre là, certainement. Ouais. Par contre, puis là, donc, tu sais, mon livre, là, ça fait comme quelques semaines qu'il est sorti au moment où est-ce qu'on enregistre. Puis, je suis en train de me demander, est-ce que les acquis de mon livre vont pas influencer peut-être ma pratique dans le futur, c'est-à-dire d'aborder encore plus cette question-là de la diversité puis des liens, parce que dans ce livre-là, j'aborde beaucoup la biodiversité dans les écosystèmes, la diversité dans les champs, la diversité dans les assiettes, qui sont des sujets que j'aborde déjà depuis longtemps. Ouais. Mais là, je commence à comprendre de plus en plus l'importance de toujours penser à ces 3 aspects-là, peu importe. Ça va devenir ta trame de fond. Genre, fait que je suis en train de me demander si ça va pas justement, donc ça pourra faire partie d'articles aussi. Oui. Et on a discuté plusieurs fois de tes projets de livres au cours des dernières années. J'ai l'impression que c'est le type de projet qui t'emballe et t'angoisse le plus à la fois. À quel point je suis dans le champ en affirmant quelque chose comme ça? Ben, disons qu'il y a plus de choses qui m'angoissent aujourd'hui qu'il y a quelques années. Tu sais, c'est comme... Mettons, le livre, effectivement, c'était une très grande source de stress pour moi parce que c'était très long comme processus, ce dernier-là. Tu sais, mon premier livre m'a pris 1 an. Mon deuxième livre m'a pris 2 ans. Mon troisième livre m'a pris 4 ans. Mettons, Donc on a le prochain dans 8. ben c'est ça l'affaire. Tu sais, je suis comme, je ne peux pas faire 8 ans sur un livre, là. Je n'existerai plus. Je m'être arraché tous les cheveux de la tête, tu comprends? Puis tu sais, les gens me reconnaissent avec mon mullet. Fait que, Oui, maintenant c'est ton marque de commerce. Fait que tu sais, ce serait un peu triste que j'ai plus de cheveux rendus à mon prochain livre. Triste, je sais pas. Non, mais sans joke, tu sais, pour moi, je trouve ça... Il faut que je... c'est ça, c'est vraiment tough. Parce que je me mets tellement de pression sur le livre. On dirait que c'est tellement un gros objet pour moi, c'est tellement un gros travail que j'ai l'impression que c'est ça qui représente l'entièreté de mon travail, l'entièreté de qui je suis. Je mets mes tripes là-dedans, dans ce travail-là. Donc, il faut qu'il soit parfait. Puis je me mets toujours de plus en plus de pression parce que mes livres fonctionnent bien. Fait que je suis comme, OK, là, il faut que le prochain il marche encore mieux. Puis que, puis tu sais, là, je me mets toujours de plus en plus. Donc, c'est devenu de plus en plus fastidieux avec le temps. Puis ce dernier livre-là, oui, maudit qui a été anxiogène, là, c'était vraiment intense, surtout en fin de parcours, là. Mais est-ce que ça te passionne également? Est-ce que ça vient te nourrir malgré cette énorme anxiété? Oui, mais encore une fois, je pense que cette fois-ci, le processus a été trop long. Mm. Donc, le sujet est vraiment passionnant, là. Puis comme je suis obsédé par la question de la diversité alimentaire depuis toujours, mais dans ces 4 dernières années-là, le nombre de livres que j'ai lus sur le sujet, donc, tu sais, tu me connais, tu sais, que je m'en vais chercher des vieux livres qui ça fait genre 50 ans qui ont été écrits, puis là, je suis comme, ah, déjà, il y a 50 ans, il disait ça, puis non. Tu sais, je suis vraiment obsédé par ça, je suis passionné, je suis persuadé que j'ai même pas encore... Je veux pas dire que j'ai pas effleuré, mais il y aurait 4 livres de plus que je pourrais écrire sur le même sujet. Je le ferai pas parce que il faut que je décroche puis j'aille ailleurs à un moment donné, mais il y aurait encore tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Donc, oui, ça me passionne, ça me nourrit. Ouais. Mais, en tout cas, c'est drôle. Je vais vraiment te dire des trucs que tu sais, dont je parle pas vraiment parce que c'est très spécifique, mais quand j'écris des livres et que ça fait longtemps que je travaille sur quelque chose, tu te relis souvent. Ouais. Puis à un moment donné, je me mets à trouver ça plate parce que je connais mon livre par cœur. Ouais. Ce qui est normal. Parce que je veux dire, c'est moi qui l'ai écrit, puis ça fait 10 fois que je le lis. C'est normal. Fait que là, je le lis, je suis comme, mais j'apprends rien en lisant ce livre-là.
Mais donc, je sais que c'est normal, mon côté rationnel le sait, mais mon côté émotif ou passionné ou je sais pas quoi, t'es comme, oh, hey, là, comme on le sait, ça. Puis je suis comme, puis il faut que j'arrive à me remettre dans la tête. Non, non, mais oui, tu le sais parce que c'est toi qui l'as écrit, puis ça fait 10 fois que tu le lis, mais les gens, ils savent pas ça, puis tu le savais pas le jour où tu l'as écrit, tu Peut-être l'as appris à un moment donné. peut-être que si c'était 10 fois sur un an et non pas sur 2, ça pourrait Exactement. aider. Mais là, je pense que c'est justement ça. A tellement été étiré sur le long terme, beaucoup plus que ce que j'aurais dû, peut-être, mais en même temps, j'ai j'ai pas de boule de cristal, je peux pas te dire ce qui aurait été le mieux, peu importe. C'est ça qui est arrivé, puis c'est ça que j'ai fait. Mais si ça avait été moins long, probablement que j'aurais plus été capable, pardon, de conserver cette espèce de feu-là, Ouais. plutôt que de commencer à aller, puis tu sais, comme, je le sais, je le sais, je le sais. Tu connais sûrement l'image semi-romantique et ultra cliché des écrivains qui écrivent dans la souffrance durant la nuit, avec des volutes de cigarettes, des cernes de verres d'alcool ou de café dans une chambre mal isolée Mhm, et beaucoup trop froide. mhm, Moi, je corresponds zéro à mhm, ça. mhm. J'ai envie de savoir dans quel contexte tu écris, toi. Ouais, puis tu vois, cette image-là de l'écrivain justement torturé, elle m'aide des fois au moins à me dire, OK, t'es pas le seul en ce moment à être comme dans cette espèce J'avais d'angoisse-là envie de sur crier, ton... mais c'est pas une vraie image. Ben, C'est pas tout le monde qui est de même. non, exactement, non, non, absolument, c'est vraiment pas tout le monde qui est dedans, mais il y en a pour qui ça l'est, puis c'est Oui, normal, tu mais comprends? tu travailles dans une pièce chauffée, puis tu fumes pas ta vie, puis tu bois pas, tu fumes pas de l'opium pour arriver à écrire des Non, livres. je me drogue pas, je me saoule pas, je fume pas de cigarette, et je dors, Fait que comme- t'angoisses, mais pour mais je le suis vraiment reste, stressé. Mais oui, donc mon contexte. t'écris où, t'écris quand. Donc, j'écris le matin. Je suis vraiment quelqu'un de très matinal. Mon cerveau fonctionne bien le matin, puis l'après-midi, oublie ça, ça fonctionne plus du C'est pour tout. ça que ce matin, j'avais un texto à genre 6h18 de je sais plus il est où, c'est quoi l'adresse pour le balado. Exactement. Donc, tu vois, ça, c'était le Bernard réveillé, gestionnaire en moi qui était comme, ah, une information importante à aller chercher pour le Bernard de l'après-midi qui va être trop fatigué pour se faire appeler. Euh, non, mais c'est vraiment, donc, le matin que j'écris, tout seul. Chez Euh, toi. En majorité chez moi, sur mon ordinateur, en petite boule sur ma chaise, vraiment mal assis, que je me relève après 3 heures puis que j'ai mal partout. Je Hmm. bouge pas pendant 3 heures, 4 heures. Je reste devant mon ordi puis genre, je fais juste écrire. Dans le cas de ce dernier livre où littéralement chacune de mes phrases est supportée par une référence scientifique, j'ai comme dans une main ou genre sur mes genoux, mettons, le livre ou l'étude ou whatever. Puis là, je suis juste comme genre, je retranscris, mettons, genre, c'est quoi la référence ou Je suis tellement le content d'être juste un truc. écrivain, romancier qui invente des histoires, là. Mais, OK, mais c'est parce que, bon, moi, je te connais bien, puis je connais aussi un peu quand même ton processus d'écriture. Moi, je te vois comme un peu plus comme une machine, Mhm. c'est-à-dire que tu es vraiment structuré, puis tu te dis de telle heure à telle heure, j'écris. Après ça, de telle heure à telle heure, je fais telle affaire, puis tu as vraiment une routine d'écriture en tout cas de l'extérieur, puis corrige-moi Mhm. sans problème, mais j'ai l'impression que tu as vraiment comme une espèce de routine d'écriture qui fait que c'est comme, voici mon projet, même si c'est des projets vraiment créatifs, puis Mhm. justement que moi je ne comprends pas, Mhm. parce que pour moi, écrire une histoire, je suis comme, mais je comprends pas. Mhm. Comment tu peux te dire, aujourd'hui j'écris tel passage de l'histoire Qui en tout cas, n'existe pas nulle qui part. n'existe pas exactement, versus moi, c'est comme, OK, voici comment je dois me rendre à telle information, donc je sais où me rendre, tu sais, je connais le chemin. Mhm. Puis tu vas me dire, c'est un peu ça aussi, tu connais un punch, puis tu te rends jusqu'au punch. Exact. Mais, bon, mais justement, j'aimerais ça, avoir cette espèce de routine-là, ou de comme être capable de me dire, go, 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 puis on le fait, puis... En tout cas, que t'es toi, pas assez ça ressemble à productif. quoi? Ben, j'aimerais ça l'être plus. Mais oui, mais... Mais moi, j'ai envie Ok. de dire, ce n'est pas une routine, parce que ce mot-là me fait faire de l'urticaire, mais peut-être une Hmm. démarche. En ce sens que mes journées sont composées de plein de petits blocs. Fait Ouais. que je vais faire du Plus journalisme. des petits ronds, j'aurais le goût de dire. Ouais, parce que, tu sais, mettons, un peu de journalisme, pause pour une pratique de chant, pause pour un lunch devant une émission de télé, retour vers le travail, faire du sport, écrire un peu en soirée ou le week-end. Au lieu de m'imposer 8 heures de suite de travail, au lieu de m'imposer la même chose toute la journée, Ouais. ces petits morceaux me rendent extrêmement productif Mhm. parce que ça vient me donner un élan nouveau à chaque heure, chaque 2 heures, Mhm. chaque 3 heures. Mais je fais pas la même chose tous les jours ou toutes les semaines.
Mais tu vois, pis c'est pour ça, tu sais, je t'envie beaucoup, puis c'est peut-être pas un beau mot, mais c'est plus comme... Des fois, j'aimerais ça être plus comme toi parce que, Avoir des beaux cheveux au lieu d'omelette. notamment, j'aimerais ça avoir, c'est ça, les cheveux plus bouclés, comme je l'avais le jour de ma naissance. Ah, Non, mais j'aimerais ça, être capable de faire plein de choses à la fois. Puis je sais que de l'extérieur, peut-être que les gens ont l'impression que c'est ça que je fais. t'as un balado, des chroniques à la télé, à la radio, t'as des livres, t'as une entreprise dont on va parler tantôt. La réalité, ben, en tout cas, là, je J'aime te que parle ton de... corps a soupiré de Est-ce qui m'énerve présentement? Non, mais première des choses, je t'ai dit que j'écrivais beaucoup de chez moi. Ouais. J'ai aussi, quand même, à chacun de mes livres, un moment où je pars en chalet, m'exiler pour ne travailler que sur mon projet de livre. Tel un ermite, Tel un ermite, qui est ton objectif de vie. qui est mon objectif de vie. De ne pas parler à personne et d'être, justement, entouré de tous mes livres, d'avoir comme 2 livres dans chacune des mains, puis juste de même en train d'absorber l'information. Ça, c'est comme mon rêve de vie. En portant une soutane brune. En portant des Tu traces le dessus jogging, de la tête en ici. portant des jogging, puis un coton watté, puis en prenant ma douche une fois ou 4 jours. Ça, c'est comme... Puis en étant genre vraiment juste dans mon livre. Ça, c'est vraiment comme la perfection pour moi. Vraiment, vraiment. Comme, sincèrement. Puis je suis full introverti dans la vie en plus. Fait que, tu sais, c'est vraiment ma vraie façon. Ouais. Mais là où j'arrive à ce que je te disais, c'est que moi, mon cerveau ne fonctionne très bien que le matin pour écrire. Donc, je suis pas capable de me dire, je vais écrire un petit peu le matin, je prends une pause, puis je continue l'après-midi. Ça marche juste pas, de un. Et de deux, c'est que oui, tu as raison, j'ai beaucoup de projets différents. Puis ça, malheureusement, ça me nuit. Ça nuit énormément à mon processus d'écriture. Puis je pense que c'est une des grosses raisons pour laquelle ça m'a pris autant de temps. C'est que je suis absolument pas capable de jongler d'un projet à l'autre. C'est très difficile pour moi de dire, OK, là, j'écris. Après ça, il faut que je fasse une chronique. Après ça, il faut que j'aille faire. C'est trop pour moi. Je suis pas capable. Donc, le temps de changer d'une tâche à l'autre, on va dire, la transition est tellement longue que ça marche pas. C'est pas Tu fais productif. beaucoup de choses, mais t'aimerais que ce soit plus fluide que tu fasses beaucoup de choses. Mon monde idée, tu sais, je pense que je commence à me connaître. Là, la vraie chose, c'est qu'il faudrait que je sois vraiment capable de dire je pars avec 0 projet, tout seul, puis personne ne va me déranger pendant un bon bout de temps, puis je vais juste travailler là-dessus sur ce projet-là de livre, par exemple. Puis là, je vais être capable de pondre quelque chose. Ça, je pense que ce serait ma façon idéale d'être vraiment capable de le faire. Mais malheureusement, tu sais, je mets des guillemets parce que la réalité, c'est que je suis quand même content aussi du travail que je C'est un fais. beau problème. J'ai toujours des demandes à gauche, à droite pour n'importe quoi, continuellement. Donc, c'est très difficile pour moi de jongler avec ça. Puis, en tout cas, c'est vraiment le tiraillement interne que j'ai continuellement. Puis donc, je te connais très bien. Je sais que tu es aussi quelqu'un qui a beaucoup de chapeaux, qui fait plein de projets différents. Tu es honnêtement un de mes seuls amis. En fait, une des seules personnes dans ma vie que je considère qui fait encore plus de choses que moi. Ce qui est rare, là, sincèrement, c'est comme vraiment rare. C'est pour ça que j'aime autant ça que nos discussions, parce que c'est motivant, puis justement, on parle de comme 1000 affaires, puis on se comprend bien pour ça. Puis donc, souvent, justement, quand je te parle, je suis comme « Ah, man, j'aimerais ça, là. » Puis ça, même un petit scénario d'émission, là. Ça, je serais capable de rajouter ça on the side. Mais en même temps, je dis toujours que même si j'en fais beaucoup, mon grand défi, c'est de préserver l'énergie. Fait que ça reste dangereux d'en faire autant. T'sais? Absolument. Puis je connais très bien ce danger-là. Puis je le comprends vraiment, mais justement, j'aimerais ça en avoir plus. J'ai envie de vous demander, Bernard Lavallée, quand vous êtes dans une période d'écriture intense et qu'un deadline approche, à quel point ça change votre personnalité au quotidien? Je vais revenir au-dessus tantôt, mais là, je suis dans le vous. Wow! Hey, c'est bon à quel point ça change ma personnalité. J'ai vraiment besoin de deadline. Mais t'es-tu insupportable? Demande à mon chum. Il va te répondre la bonne réponse, il va te dire non. Mais Alors qu'il fait des graffitis genre anti-Bernard Lavallée partout dans le quartier. c'est tellement random. Non, mais en plus, c'est que la plupart... Donc, tu sais, mon chum, Simon Larchevêque, graphiste et illustrateur, avec qui je partage ma vie depuis longtemps, mais avec qui je travaille ma job depuis longtemps. C'est lui qui illustre et qui met en page tous mes livres. Vous êtes en couple depuis 45 ans. Depuis plus que 45 ans, même avant qu'on soit conçu. Avant Jésus-Christ. C'est ça, on avait été promis l'un à l'autre par nos ancêtres. Okay, on revient à ta personnalité en période de rush et de deadline. J'ai vraiment besoin de deadline, d'un coup de pied dans le derrière pour me faire avancer. Ça m'aide vraiment beaucoup à être beaucoup plus productif. Parce que tant que tu me laisses du temps
Hmm. pour travailler sur un sujet, surtout un sujet qui me passionne, je vais toujours vouloir en rajouter, puis je vais toujours dire, mais c'est pas fini, il en faut plus, il en faut plus, il en faut plus. Mais t'es un petit angoissé, fait qu'un deadline, ça te fait pas virer sur le top? Non. Ah. Ben, peut-être un petit peu, mais c'est quand même ça, c'est quand même le feu en arrière qui me dit, OK, go, là, faut que, là, cette date-là, faut que tu remettes de quoi, là, fait que Mhm. go, 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 vas-y, puis arrive au moins jusqu'à la ligne d'arrivée, on verra après, tu sais. Puis souvent, c'est vraiment ça, surtout dans le dernier livre. Ça a sûrement été la même chose pour les autres, mais là, lui, il est plus frais dans ma mémoire. Puis je me souviens d'avoir eu cette discussion-là avec Simon dans mes moments où j'étais plus comme, je serais pas capable d'arriver, puis nanana. Où est-ce que t'es comme, regarde, t'as une date, fais le plus que t'es capable jusqu'à cette date-là. Puis c'est ça que je faisais. J'étais comme, OK, comme ma façon de pas angoisser, c'est j'écris le plus que je suis capable d'écrire. Mhm. Je ne peux pas écrire plus que mon maximum. C'est C'est quand même niaiseux. sain. C'est niaiseux, mais c'est comme mon espèce de mantra que je me disais, il y a un maximum, je vais faire le maximum que je peux. On verra rendu là. Après un deadline et remise de manuscrit, il y a un processus éditorial. Puis j'ai envie d'en parler avec toi parce que de l'extérieur, ça peut sembler quasi identique au processus d'un roman, c'est-à-dire qu'on dépose un manuscrit, l'éditeur va nous aider à clarifier, à peaufiner, à améliorer, à épurer. Ensuite, on envoie ça en révision linguistique. Ensuite, ça va être monté pour devenir un livre, ça va être imprimé. Mais j'ai envie de savoir à quel point un éditeur généraliste, dans ton cas, peut te questionner sur le contenu, étant donné qu'il ou elle n'est pas spécialiste comme tu l'es. Ils peuvent Alors pas. que moi, c'est des spécialistes de romans, de nouvelles, de poésie, d'essais. Et comme je le deviens en avançant dans ma carrière, mais comment on peut te pousser alors qu'on n'est pas spécialiste comme toi? Impossible de me pousser sur le contenu. Ouais. Évidemment, les relecteurs, donc il y a des relecteurs plus spécialisés en sciences, donc ils vont être capables quand même de, au moins, même si c'est pas des spécialistes en nutrition, sont capables de comprendre un petit peu plus ou Mhm. de... En fait, la vraie réponse, c'est les gens qui me relisent, mettons, mon éditrice déléguée dans ce cas-ci, c'est un être humain qui se pose des questions sur l'alimentation. Ouais. Donc, moi, ce que je veux, c'est que les gens comprennent. Donc, quand elle me pose des questions, je comprends pas ce que tu as voulu dire là, ou qu'elle me dit, est-ce que je comprends bien ici? C'est beaucoup plus ça, en fait, le Mhm. questionnement. Mais non, elle va pas remettre en question, ah, je croyais que c'était il y a 300 millions d'années et non 250 millions. Non. Fait qu'il y Ça, a personne qui peut venir te réchapper ou réchapper une erreur. dans ce cas-ci, non. J'ai une équipe. Ben, j'ai une équipe. J'envoie mon manuscrit, là, je l'ai envoyé à 10 personnes dans ce cas-ci. Donc, des gens aussi qui sont, mettons, des nutritionnistes ou des gens qui sont plus spécialisés en agriculture. Mhm. Tu sais, parce que je voulais justement avoir, ou en sociologie d'alimentation, parce que je voulais avoir leur lumière, puis comme qu'ils me donnent des opinions plus sur leurs connaissances. Ouais, leur champ Mais tu as d'expertise. tout à fait raison. Malheureusement, puis ça, c'est un des gros poids, je pense, que j'ai sur ces livres-là, puis c'est probablement une des choses qui fait que le processus est aussi douloureux, c'est que c'est juste moi qui est responsable à la fin de toutes les informations qui sont mises de l'avant. C'est stressant. C'est super stressant, puis c'est pour ça que dans ce livre-là, j'ai 500 références, puis qu'à peu près chacune de mes phrases est soutenue par une référence scientifique. Ce qui est un processus qui a aucun bon sens quand j'y repense maintenant. Je suis comme, c'est tellement une pression ben trop. Je me mets ben trop une forte pression sur les épaules à sortir un livre comme ça, puis de me dire, tu sais, j'exagère, mais c'est comme, je m'appelle Bernard Lavallée. Si t'as, tu sais, genre référence, mon baptistère de quand je suis né, tu sais, Moi, quand tu me dis 500 références, et ça me fait penser au cours de méthodologie au cégep qui me donnait envie de fracasser ma tête sur un mur. Là. Tu dois être vraiment très bon en méthodologie avec les références que tu dois faire, mais ça me donne envie de pleurer du sang. Là, genre, je pourrais pas me voir faire ça. ben, j'aimerais ça. C'est parce que je tripe, je tripe à apprendre. Oui. J'ai trippé à lire toutes ces références-là. Tu pleurerais du sang à voir ce que j'ai lu. Oui. J'aimerais ça te le montrer à un moment donné parce que tu sais, là, des livres épais de même. Toi, tu lis des écrits- grimoires qui sont bruns, poussiéreux, en état de putréfaction, mais tu tripes. C'est un peu ça, hein? 100%. Plus J'ai ça me l'air de fait juste faire des éternuer, blagues, mais je suis comme pertinent avec ce que je viens de dire. plus ça me fait éternuer, plus je suis heureux. Mais oui, non, Wow. mais là, ça, c'est comme deux choses différentes parce que tu as le côté. Donc, moi, il y a le côté, donc vraiment science actuelle. C'est ça, évidemment, la plupart de mes trucs, c'est vraiment la science actuelle, tu sais, quand je veux amener des concepts. Mais quand je fais plus une recherche historique, on va dire, où là, ce que je tripe, c'est de sortir des choses que j'ai jamais lues nulle part Mhm. ailleurs, puis que tu trouves pas sur Internet parce que ça n'a pas jamais été numérisé ou parce que tu sais, c'est trop vieux ou peu importe. Là, c'est là que je tripe, je me dis, waouh, là, je te sors une information que personne n'a vue depuis 100 ans peut-être, c'est quand même cool. Fait que ça me fait vraiment triper, c'est sûr.
Donc, le processus de récupération de cette information-là est le fun. Mhm. De me dire des fois, je suis payé, ben payé en tout cas, jusqu'à un certain point, on est payé pour écrire des livres. T'es Euh, riche, on peut le dire. T'es pas millionnaire depuis tes 20 ans? Très loin de ça, mon Oh mon Dieu, cher. je dis tellement de niaiseries avec toi en entrevue, là. Oh là là. Fait que je peux t'affirmer que je ne suis pas millionnaire de mon écriture. Mais de Pas bien du d'autres tout. raisons. Bref, continue. Ni d'aucune raison. Mais je trippe à me dire, ma job, je suis payé, mettons, pour aller justement fouiller sur le site de la Bibliothèque nationale des vieux livres On d'il est y a payé 100 pour ans. apprendre. Ça me fait triper, triper, Ouais. triper. C'est comme, vraiment, souvent, je me dis, oh mon Dieu, que ma vie est belle, oh mon Dieu, que je suis heureux. Donc, je suis sur mon X pour ça c'est sûr à 100%. Je reviens vers le contenu, vers le sérieux jusqu'à la fin de l'entrevue. Je veux parler du nouveau livre. On a fait quelques clins d'œil. Alors, c'est tout frais sorti de l'imprimeur depuis quelques semaines. Ça s'appelle À la défense de la biodiversité alimentaire sur les traces des aliments disparus. Et là, je le sais que pour les personnes qui ne l'ont pas lu encore, qui nous regardent et qui nous écoutent, ça peut sembler contre-intuitif, cette idée-là Mm. de manque de diversité parce que nos épiceries sont pleines, parce qu'on a accès à des aliments de partout dans le monde, donc on peut croire à une diversité. Pourtant, il y a plein d'animaux, de plantes, de fruits et de légumes qui disparaissent sans cesse. C'est quoi les conséquences de ces multiples disparitions? Il y en a plein de conséquences parce que la diversité alimentaire, c'est un des concepts fondamentaux en nutrition. Il faut que les gens mangent varié. Si tu écoutes mes chroniques dans la vie depuis 10 ans, là, tu peux toujours les résumer en manger diversifié, manger plus varié. C'est vraiment ça comme mon message Ton principal. cheval de Parce que, bataille. oui, mais, puis je veux dire, encore une fois, c'est pas parce que j'invente rien. Au contraire, c'est parce que la science est claire. Mhm. L'être humain est un animal omnivore qui doit manger une diversité d'aliments pour vivre, survivre et être en santé. Mettons, là, je pose je joue au niaiseux. Ouais. On passe de 6000 animaux, plantes, fruits, légumes à 4600. 4600 demeure une variété. Là, je répète que c'est une question qui se veut niaiseuse. En quoi c'est un problème? Ouais, donc la réalité, c'est que quand on regarde d'un point de vue de l'alimentation mondiale, Mhm. donc il existe des milliers et des milliers d'espèces de plantes, d'animaux. Bon, évidemment, ça se réduit après ça. Combien sont vraiment comestibles? Combien existent encore? Combien on peut cultiver ou élever, donc avec l'agriculture qui est nécessaire aujourd'hui pour s'alimenter? Donc, ça réduit toujours l'entonnoir. Et donc, aujourd'hui, on estime que 9 plantes représentent les 2 tiers de toute la production alimentaire mondiale, puis 5 animaux représentent toute la viande, les œufs, le lait, à peu près là. On est loin du 4500 que j'ai Donc, mis dans ma question niaiseuse. Donc, on est très loin des milliers d'espèces Mhm. possibles et potentielles. Puis en fait, à la base, moi, c'était ça ma question. C'était grosso modo, mais pourquoi? Puis de comprendre comment ça se fait que notre diversité alimentaire est en train de se réduire autant. Puis je pensais pas avoir besoin de retourner à l'histoire des mammouths pour comprendre cette question-là. Mais j'ai rapidement réalisé que l'histoire de notre alimentation était très fortement imbriquée avec l'histoire des espèces Mhm. qu'on appelle des aliments. Puis donc, aujourd'hui, donc si je regarde, mettons, cet historique-là, si on veut, donc le livre, grosso modo, explore les différents mécanismes qui expliquent pourquoi certains aliments disparaissent. Ouais. Parfois, ça peut être parce qu'on les a trop chassés, Ouais. donc il n'y en a plus sur la Terre, comme avec le mammouth dont je parle, mais qu'on pourrait transposer à l'histoire du thon aujourd'hui, qui est une espèce en voie de disparition. Mhm. Ça peut être aussi parfois parce qu'on décide de délaisser des aliments, comme par exemple une très grande variété de fruits et de légumes que nos ancêtres cultivaient, puis qui aujourd'hui ne répondent plus aux critères du système agroalimentaire qui est industrialisé, qui est mondialisé aussi. Tu sais, on doit transporter nos aliments sur des milliers de kilomètres. Fait qu'on garde, par exemple, les tomates ou les pommes qui sont capables de soutenir cet énorme voyage et on délaisse certaines de leurs collègues autres variétés de pommes et de tomates. Fait qu'on se prive de diversité, de connaissances, et etc. Oui, puis c'est ça J'ai aussi. lu ton livre. Oui, c'est ça. Merci, tu le résumes bien. Mais dans le fond, donc, oui, tu as raison. Donc, d'un point de vue de nutrition, en fait, aujourd'hui, quand on est dans un pays industrialisé, puis qu'on est riche, on est capable de se payer cette diversité alimentaire qui est amplement suffisante, oui, pour bien nous alimenter comme être humain, survivre pendant longtemps, tout ça. Donc ça, c'est pas problématique pour quand tu es riche dans un pays riche, grosso Mhm. modo. Mais là où c'est plus problématique, c'est quand tu n'es pas riche et ou que tu n'es pas dans un pays riche, où là, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès
à cette diversité alimentaire-là. Mais au-delà de cette problématique de santé publique, donc parce que c'est sûr que moi, comme nutritionniste, moi, il y a ça qui m'intéresse, mais tu as toute la question de la résilience de notre système alimentaire dans le futur. Donc, mettons ces variétés de pommes, de tomates ou peu importe. C'est pas vrai qu'on en a besoin pour s'alimenter aujourd'hui, puis que si on mange pas cette variété-là, oh mon Dieu, on va passer à côté de certains nutriments. Non. Mais ça se peut que certaines de ces variétés-là possèdent ou possédaient un bagage génétique qui aurait pu être intéressant pour développer des nouvelles variétés dans le futur, parce qu'on sait qu'il y a les changements climatiques qui nous attendent, donc il va y avoir plus de sécheresse, plus d'inondations, donc ça rend notre agriculture moins résiliente. Donc des plantes qui poussaient depuis toujours super bien à un endroit. Vont soudainement devenir plus fragiles. Oui, s'il y a des sécheresses, on n'est plus capable de les produire, on est dans la merde, puis pas à peu près, surtout quand on a juste 9 plantes qui nourrissent qui fournissent une grande partie de toute notre alimentation, de un. Je parle des changements climatiques, mais on peut penser à des maladies qui évoluent, on peut penser à des ravageurs. Il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi on aurait besoin de cette diversité-là. Parce que, grosso modo, quand tu cultives un champ en monoculture, donc d'une seule espèce, s'il y a une maladie qui rentre dans le champ, ton champ au complet, c'est bye-bye. Ouais. Mais quand, autrefois, nos ancêtres ou des modèles alternatifs aujourd'hui de gens qui cultivent plein d'espèces différentes, ben même si, mettons, ton maïs dans ton champ, il s'est fait bouffer par quelque chose, par un insecte, ben peut-être que tu as encore des carottes, des concombres, puis des patates. Ouais. Donc, tu vas être capable de t'alimenter. Donc, cette diversité est super importante de point de vue de résilience. Et donc, c'est important d'y penser, pas pour aujourd'hui, mais pour le futur. Fait qu'on peut dire que tu lances un cri d'alarme en faveur de la biodiversité alimentaire. Ton premier livre, je pense que c'était le premier, s'appelle Sauver la planète une bouchée à la fois. À quel point, selon toi, un livre peut changer le monde? Je sais pas. Je sais pas, en fait. Puis, tu vois, c'est drôle parce que avant d'écrire mon premier livre, mettons, donc Sauver la planète, c'était vraiment, c'est genre 100 trucs pour diminuer ton impact sur l'environnement. C'est vraiment là, un livre pratico-pratique, il y a des recettes, il y a vraiment des comme comment faire tes conserves, ces affaires-là. Tu sais, donc, on est vraiment dans le pratico-pratique. Puis, c'est un livre qui a super bien marché, qui se vend encore vraiment beaucoup. C'est ça qui est fou, tu sais, ça fait Je vais 8 ans. l'acheter bientôt, d'ailleurs. Non, mais c'est fou parce que tu vois qu'il résonne encore aujourd'hui malgré tout. Donc, les gens sont à la recherche de ces solutions-là. Mais là où je voulais juste te dire par rapport à à quel point ça peut changer le monde ou pas, moi, quand j'ai écrit ce livre-là, j'ai été influencé par un autre livre, qui est un livre d'une autrice qui s'appelle Élise Desaulniers, qui s'appelait Je mange avec ma tête, qui est un plaidoyer pour le véganisme, qui parlait des conséquences de l'élevage de la viande, de la consommation de viande sur notre santé, sur la planète, etc. Ouais. Donc, elle a semé une graine de réflexion chez moi. Moi, qui après écrit un livre qui aussi qui a été chercher un autre public qu'elle, parce qu'elle, c'était un essai, justement, pas d'image. Tu sais, c'est un essai, là. Ouais. Moi, c'était 100 trucs pratiques pour le consommateur, tu sais. Donc, j'allais chercher un autre. Donc, là où je voulais juste en venir, c'est que j'ai l'impression parfois qu'un livre qui tombe dans les mains d'une personne, ça peut changer vraiment les choses. Surtout si cette personne-là l'utilise après pour... si ça influence sa vision des choses, puis qu'elle influence d'autres personnes. Ouais. Puis donc, encore une fois, mon premier livre, puis en fait, tous mes livres, je les ai toujours un peu réfléchi de cette façon-là, en me disant... J'écris des livres en me disant que si mes collègues nutritionnistes le lisent, le pouvoir qu'on a en tant que profession, parce que chacun de nous, dans notre vie de tous les jours, on conseille des gens sur leur alimentation. Donc, Des milliers de personnes. au Québec, Ouais. le quelques milliers de nutritionnistes qu'on est, on doit influencer des centaines de milliers de personnes qui mangent à tous les jours, si c'est pas des millions même. Ouais. Donc, on a un pouvoir en tant que profession. Donc, si juste moi, je suis capable d'influencer mes collègues, le pouvoir que ça peut avoir par après, c'est immense. Puis donc, mon premier livre, je l'ai beaucoup joué là-dessus, mais c'était comme, je veux dire, j'y croyais, c'était pas juste comme du marketing, mais je l'ai beaucoup joué en disant, hey, comme profession, là, imaginez le pouvoir qu'on peut avoir si on se mettait tous à recommander telle chose versus telle autre chose. Ouais. Hey, ça fait, là, boule de neige. Et comme tu es une personne très, très cohérente dans la vie, tu as lancé il y a quelques années une entreprise de semences ancestrales. Donc, tu gères la compagnie, des fournisseurs, des employés. Quelle partie de toi s'épanouit dans l'entrepreneuriat? J'ai vraiment la fibre entrepreneuriale, ça je l'ai, je le comprends maintenant aujourd'hui. Tu sais, si tu m'avais posé la question auparavant, je m'en rendais peut-être pas compte, mais je le réalise, je trippe, puis je sais que tu vas relate, tu vas comprendre, mais
je trippe à lancer des nouveaux projets, Mhm. à imaginer des nouveaux projets, à se dire, hey, ça serait tellement cool qu'on fasse ça, let's go, puis de trouver, OK, comment je me rends jusqu'à cette étape-là, c'est quoi les différentes étapes pour me rendre jusqu'à ce que ça fonctionne. Mhm. Ah, c'est tellement le fun, puis c'est que ça rajoute beaucoup de nouveautés. Mhm. Puis donc, moi, c'est Toi qui vraiment t'ennuies ça. rapidement, Ouais, c'est des nouveaux défis perpétuellement. absolument. Puis donc, ça, là, je tripe vraiment. Donc, tu sais, j'ai toujours 10 nouveaux projets en tête de comme, OK, quand lui va être fini, ben là, j'ai comme plein de choix. On va voir ce qui fonctionne. Moi, je suis beaucoup dans la stratégie. Je lance plein de choses. Je sais pas si tu connais ça, cette stratégie-là. Je lance plein de projets, puis je vois qu'est-ce qui marche. Je suis vraiment dans la métaphore de la canne à pêche. Tu sais, Ouais. je lance plein de lignes à l'eau, je vois ce qui mord, puis je me dis, ben, c'est ça qui devait arriver, puis je me lance vers ça. Mais tout à l'heure, tu disais que tu aimerais avoir une meilleure capacité à gérer tous tes projets. Pendant des années, tu avais donc blog, chronique télé, radio, intervention dans les médias écrits, tes livres et tes conférences avec différents publics. Tu as ajouté une entreprise à ça. Je comprends que c'est des nouveaux défis, puis que tu t'ennuies vite, puis que ça te stimule, mais tu avais déjà l'impression que tu n'étais pas dans une totale aisance avec autant de projets. Mais je m'écoutais pas. Première des choses, c'est que je m'écoutais pas. Donc maintenant, tu sais, j'ai un recul, je fais beaucoup plus d'introspection sur comment je me sens, fait que je suis capable. Même si tu as ajouté l'entreprise, tu t'écoutes plus. Oui, je m'écoute beaucoup plus. Puis donc, aujourd'hui, je suis beaucoup plus capable de te dire, je me sens éparpillé. Tu sais, pour moi, ça, c'est vraiment un sentiment qui m'énerve, puis que j'essaie de trouver. C'est ça, je suis toujours en tiraillement. Puis je sais, on a déjà eu cette discussion-là exactement il y a pas longtemps. Je pense que c'était dans un cube à la graine brûlée, euh, où je te disais, je suis toujours tiraillé entre j'ai trop de choses, puis j'ai pas assez de choses. Mhm. Toujours. Puis donc, je me sens toujours éparpillé, je me sens toujours comme partout à la fois, mais jamais suffisamment partout à la fois. Puis ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais travailler, mais je ne sais même pas par où commencer parce que justement, je m'ennuie rapidement. Très rapidement, je suis comme ah mon Dieu, aujourd'hui, j'avais rien à faire. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Là? Il faut que je me trouve quelque chose. Tu sais. Donc, euh, j'écoute, pour tous mes projets professionnels, j'écoute toujours mon cœur. Si ça me fait vibrer, je me lance Mhm. souvent sans réfléchir à hey, ça va te rajouter une tâche supplémentaire. Donc, c'est pour ça que j'ai cette espèce de naïveté-là qui est nécessaire pour l'entrepreneuriat, je pense, de dire let's go, je me lance. Ouais. Mais après ça, en ayant tous ces résultats-là, je suis capable de te dire aujourd'hui, je me sens souvent très éparpillé, puis c'est pas quelque chose que j'aime. J'aimerais ça être capable. Mon monde idéal, là, mon monde idéal. À part la vie en ermite dans un chalet. Ouais, mettons ma deuxième vie idéale, René Angélil. Viens me trouver. Je veux mon René. Je veux mon René. Je- mon cerveau, il vient d'arrêter. Je veux. Pourquoi? Ah, j'aimerais tellement ça être pris en charge. J'aimerais ça que quelqu'un me dise, OK, voici tous les trucs que tu veux faire, je vais t'aider à t'organiser, je vais Ouais. t'aider à atteindre tes buts. Mais t'as un Puis agent. oui, mais c'est pas encore suffisant. J'aurais vraiment besoin de quelqu'un là, qui me prend là, par la main. Qui pense un peu à ta place. Euh, No offense to Céline, là, mais elle a dit elle-même que depuis le décès de René, elle a repris beaucoup de pouvoir décisionnel. ouais, je dis pas que la personne aurait 100% le pouvoir sur tous mes choix, mais qu'elle serait capable de me guider davantage, qu'elle serait capable de me structurer. Mhm. Puis, dans le fond, moi, c'est la créativité qui m'intéresse. C'est le côté, beaucoup plus le côté créatif. Dans le fond, c'est drôle parce que là, je reviens sur la question de quelle partie de moi-même est intéressée par l'entrepreneuriat. Dans le fond, moi, c'est vraiment la créativité. Surtout, mettons, les semences. Mhm. De dire, j'invente un nouveau produit qui n'existait pas, mettons. Mhm. Tu sais, c'est fou de dire, j'ai une idée, puis là, les gens, ils peuvent l'acheter maintenant, puis ils peuvent le planter dans leur jardin. Pour moi, c'est comme, hein, ça, c'est fou, là. Tu sais, c'est trop le fun pour Je moi. m'attendais tellement pas à parler de René Angélil C'est avec ça. toi. Mais des fois, je me dis, j'aimerais tellement savoir quelqu'un qui vient me structurer vraiment davantage, puis qui m'aide à justement comme, OK, voici tes différents projets, je vais t'aider. Peut-être c'est un gestionnaire de projet dont j'ai besoin, je sais pas. Un coach entrepreneurial. Mentor, peut-être, tu sais. Pour te structurer dans cette entrevue, sache qu'on aborde le dernier sujet à l'instant. On a mentionné plutôt que tu avais un balado avec Catherine Mhm. Lefebvre, qui est également nutritionniste. Ouais. Ça s'appelle On s'appelle et on déjeune sur audio. Depuis vos débuts, qui est sur une application mobile, euh, vos épisodes sont parmi les plus écoutés sur audio. C'est un très beau succès. Je sais que c'est un peu difficile de répondre à cette question, mais comment tu l'expliques, ce succès? C'est tellement drôle parce que la première entrevue que j'ai donnée pour mon livre,
c'était à la nouvelle émission de Marie-Louise Arsenault. Puis la première question qu'elle m'a posée, c'est ça. Elle me dit, pourquoi est-ce que vous êtes populaire, vous pensez? Puis j'étais comme, oh mon Dieu, pourquoi elle me pose cette question-là? Dans ta tête, t'étais comme mon molette et mes Oui, vêtements. c'est ça. Non, mais j'étais Pourquoi tu comme, poses la question? là, j'étais comme, quelle question anxiogène et quelle question déstabilisante, tu sais, comme que... Quelles sont les forces de ce balado? Non, mais de toute façon, tu sais, c'est vraiment correct tu sais, que tu me la poses de cette façon-là, puis c'est correct de me faire déstabiliser. Mais j'ai de la difficulté, en fait. La réalité, c'est que j'ai de la difficulté à vraiment te dire pourquoi. J'ai des pistes de réflexion, certainement, mais je pense que, donc, l'alimentation, ça intéresse tout le monde. Ou en tout cas, beaucoup de gens. Et suffisamment pour qu'il y ait plusieurs créneaux en alimentation. Donc, beaucoup de gens peuvent parler de sujets et intéresser plein de personnes différentes. Fait que je le conçois tout à fait. Fait que je pense que l'alimentation sera toujours un sujet qui va plus intéresser les gens que d'autres. De deux, je pense que ce sont les angles qu'on aborde. Donc, on va vraiment... Je fais une boucle avec ce que je te disais dans l'entrevue, mais nous, quand on choisit des sujets, c'est parce qu'on se pose vraiment ces questions-là, puis qu'on n'a pas la réponse, ou qu'on s'est dit, j'ai toujours... Tu sais, dans ma tête, là, ça fait 5 ans que dans mon cellulaire, j'ai comme cette question-là que je me pose, puis il n'y a jamais aucun média qui a voulu me payer pour que je fasse un article là-dessus parce que c'était trop niché ou parce que c'était trop intense. On peut-tu s'en parler là, puis on va le faire? Puis Radio-Can sont super gentils avec nous. Pour vrai, là, ils nous donnent carte blanche. Ils nous laissent parler de n'importe quoi. Ils nous font vraiment confiance. Donc, on aborde des sujets qui, oui, parfois sont peut-être vraiment nichés ou que les gens se sont toujours dit, ben là, c'est comme, OK, vous parlez entre nutritionnistes, mais est-ce que ça va vraiment intéresser les autres? Puis la réponse, c'est oui, on est capable de rendre ça intéressant pour d'autres personnes. Donc, il y a ça, les nouveaux angles, mais il y a aussi, je pense, notre complicité à Catherine et moi. Tu sais, vous êtes pertinent et niaiseux à la fois. J'allais dire, notre recherche est toujours là, mais on se prend pas au sérieux. Tu vois, moi, j'allais dire, sans dire qu'on est niaiseux, mais c'est ça. J'ai aucun problème à faire des jokes, j'ai aucun problème à faire justement même des mauvaises jokes, des juste comme niaiser là-dessus, parce qu'en arrière, j'ai toujours ma sécurité de j'ai fait ma recherche. Juste préciser à Catherine Lefebvre qu'on se connaît pas beaucoup, le niaiseux vaut plus pour Bernard que pour elle. Non, mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est vraiment dans ce contexte-là plus décontracté, puis que ça ne me dérange pas, là, tu sais, de faire des blagues. Puis... Vous êtes rendu à combien d'épisodes diffusés? Je peux pas te dire exactement, mais on va bientôt fêter nos 3 ans. Je sais pas si au moment où cet épisode-là va sortir, notre épisode de 3e anniversaire sera déjà sorti. En fait, cet épisode sort début novembre, dans quelques jours. Alors, il sortira probablement à peu près en même temps. Au pire, je vais te donner un scoop de notre épisode, mais en fait, on a un épisode d'anniversaire. C'est notre 3e anniversaire du balado. On est probablement autour de comme 80 épisodes, quelque chose comme ça. Puis on a invité Patrice Demers, le meilleur pâtissier de l'univers, connu et inconnu, pour se poser des questions. En fait, on s'est dit, mais ça vient d'où ça de donner un gâteau à un anniversaire? Pourquoi est-ce qu'on mange des gâteaux aux fêtes? D'où vient cette tradition-là? Puis c'est quoi un gâteau de fête? Puis j'ai acheté des gâteaux d'épicerie, des gâteaux de fête d'épicerie, puis je les ai fait manger à Patrice Demers pour voir ce qu'il allait... T'as fait quoi avec les restes? Ah, on les a tous mangés, mon cher. Non, on les a partagés dans la cafétéria de Radio-Can. J'ai une autre question très difficile pour toi, même si elle est très positive. Si je te demande les 3 épisodes du balado dont tu es le plus fier, ce sont lesquels? C'est vraiment difficile que je t'en donne 3 rapidement comme ça, mais un qui me vient tout de suite en tête, c'est notre épisode qu'on a fait qui est sur les expériences de Ansel Keys. Donc, grosso modo, des recherches qui étaient non éthiques, qui avaient été faites sur la faim, où on empêchait des gens de manger suffisamment, où on l'a fait vraiment d'un point de vue, où on raconte une histoire, carrément, un peu comme le ferait des podcasts True Crime, là, qui vont vraiment raconter. C'est troublant comme épisode. Très troublant. Hyper instructif, éclairant, troublant, choquant, tout est là. Moi, ça m'a vraiment fait triper. Puis je veux faire plus d'épisodes de cette façon-là. Je trippe... c'est ça, je trippe à raconter des histoires. Et en plus, l'autre chose, c'est que donc, quand on choisit nos sujets pour les épisodes, jusqu'à présent, très souvent, on se disait, bon, on devrait parler de quoi? On va parler, mettons, du jeûne. On va parler de... Donc, on prend des sujets qui sont quand même plus larges, tu sais. Mais là, avec 80 épisodes, puis on n'est pas prêt d'arrêter, on veut aller couper davantage. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup à aller chercher des petites histoires comme ça, puis à aller chercher sur un petit pan d'une histoire. Comme là, on vient tout juste de sortir un épisode sur le glutamate monosodique, qui en fond était associé à l'histoire du
syndrome du restaurant chinois. Donc, des gens, ça fait longtemps, mais c'est comme une rumeur qui circule depuis longtemps où les gens qui mangent dans les buffets chinois se sentent pas bien après puis qu'on accuse de glutamate monosodique. On a voulu creuser cette histoire-là puis l'aborder sous l'angle de la mauvaise science qui l'entoure et du racisme anti-asiatique qui a découlé de ce syndrome-là qui était à peu près inventé. Donc ça, moi, je trippe à aller chercher cette petite histoire-là puis essayer de l'aborder sous un angle différent que ce qui a été abordé par le passé. Et dernière question, dans ton futur, est-ce qu'il y a un type de projet auquel tu rêves et que tu n'as jamais fait? Oui. Pour moi, c'est les documentaires. Moi, je pense que c'est comme mon prochain, soit une série documentaire ou un film documentaire, ça serait vraiment comme mon prochain projet que je me dis que j'ai jamais fait. Puis vous venez Puis, de... où j'ai récemment écouté votre épisode sur, je crois, les 20 ans de Super Size Me. ouais. Donc, c'est un document sur le monde alimentaire qui avait fait sensation pour les bonnes et les moins bonnes raisons. Donc, tu aimerais avoir un documentaire qui irait peut-être en salle ou directement à la télé? Écoute, sincèrement, mais c'est drôle que tu dis ça, parce que quand je pense que je veux faire un documentaire, je suis pas en train de penser à est-ce que je veux que ce soit sur Netflix ou est-ce que je veux que ce soit en salle? C'est quoi mon sujet de un? Puis, mais ma quête est beaucoup plus importante. Puis je sais que. En Ma tout cas, question était plus pertinente qu'elle en a l'air. non, mais, non, mais c'est parce que. Non, mais je sais. Puis je sais, mais c'est juste que ça vient de me faire penser à ça. Puis c'est juste que dans le fond, là, je m'en fous un peu. Au final, est-ce que. Et même, j'ai le goût de dire, j'ai le goût de m'en foutre davantage, de me mettre la pression de ça va-tu aller en salle, ça va-tu être populaire, ça va-tu marcher. Je veux juste faire quelque chose de vraiment Mais c'est nice. parce que l'aspect documentaire peut être en balado, peut être en série de reportages à RDI, Mhm. peut être en film sur différentes plateformes. Ouais. Fait que ma question, c'était, est-ce que c'est cette avenue du documentaire euh, que tu imagines un peu ou t'es même pas rendu là? J'ai quelques pistes. Déjà, quelques lignes sont à l'eau. Mhm. Mais moi, j'aime beaucoup les types de documents. En fait, dans la vie, là, je consomme du contenu surtout sur Internet. Mes principales formes de Est-ce que t'es un jeune divertissement, parce que, millénario? oui, presque, je suis un Gen Z dans l'âme. Non. Mais mes principales sources de divertissement, c'est YouTube et TikTok. Donc, je suis vraiment plus inspiré par ces styles, vi- j'allais dire cinématographiques, mais ces styles visuels-là. Mhm. Donc, si j'avais à créer un documentaire, j'aimerais aller plus dans cette esthétique-là, plus personnelle, plus, tu sais, genre, Coloré. oui, ou justement, il y a comme moins de codes qu'on doit suivre, tu sais, Ouais. comme c'est vraiment plus ça qui m'intéresse. J'aime beaucoup aussi ce que Rad fait, tu sais, Ouais. de Radoucan, leur façon d'aller, donc justement d'aller dans des sujets sérieux, mais de façon différente. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Puis ils s'inspirent aussi beaucoup de ce qui se fait sur les médias sociaux. Donc, moi, c'est sûr que ça va vers ça. Mais au final, mon intérêt, c'est surtout de me dire, j'aimerais juste essayer un nouveau style, une nouvelle façon de communiquer, c'est-à-dire le documentaire que je porterai aussi, parce que j'en fais beaucoup de la télé, mais je porte jamais aucun projet, je suis toujours un chroniqueur, je vais Mhm. m'insérer par-ci par-là. Donc j'aimerais ça comme porter un projet de film ou de série où vraiment c'est comme ma quête personnelle où j'essaie de répondre à des questions, comme j'ai toujours fait dans tous mes projets de toute façon. Puis je pense qu'il y a beaucoup de sujets de société que j'aimerais pouvoir montrer visuellement plus que juste par l'audio. Ouais. Tu sais, donc, le podcast, c'est le fun. C'est super intime. Les gens, ils nous reconnaissent aujourd'hui avec notre voix. Catherine puis moi, on parle, puis les gens se retournent dans la rue, puis sont comme... Puis là, là, on catch, tu sais, on comprend tout de suite, c'est comme, OK, lui, il vient de reconnaître notre voix, mais il y a une limite. Donc, il n'y a pas le visuel, puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais explorer. Sur ces belles paroles, on va conclure l'épisode. Mais avant de se dire au revoir, je veux rappeler aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent qu'elles peuvent suivre la page Facebook Comme un livre ouvert balado et rattraper les épisodes sur YouTube et Spotify avec, et là, prends une grande respiration, C'est toi qui dois prendre une grande respiration. Christine Brouillette, Simon Boulris, Michel-Marc Bouchard, Patrick Sénécal, Pascal Oulelmi, India Desjardins, Elkana Talbi, Martin Michaud, Fanny Britt, Hélène Dorion, Lucie Pagé, Erika Soucy, Guillaume Morissette, Véronique Grenier, Alexandra Larochelle, Kamal Amakrel et toi, Bernard Lavallée. Je te dis merci beaucoup. Merci.